va continuer sur notre sujet carbone et bas carbone, de l'intégration, on va dire, de la façade dans cet ensemble. Mais vous avez bien compris que lorsqu'on parle carbone, la façade est indissociable du reste du bâtiment. Donc on va bien sûr parler d'une manière plus générale. Avec moi pour en parler, Thierry Voland. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable donc développement durable tout simplement à la Fédération française des tuiles et briques. Rapidement, la Fédération française des tuiles et briques. Donc la Fédération française des tuiles et briques, c'est la fédération donc, des fabricants de tuiles et briques français. Elle représente en gros 95% des fabricants. C'est une vieille dame mais qui est encore vigoureuse puisqu'elle est née en 1936. Donc voilà, et j'y travaille depuis pratiquement 10 ans. On avait fait une belle fête pour les 80 ans, je me souviens. À côté de vous, Adjira Schmid-Foudil, bonjour. Ça marche tout seul. Bonjour à tous. Vous êtes chargé de mission transition énergétique bâtiment à l'ADEME. On présente l'ADEME rapidement. Je ne sais pas s'il faut vraiment présenter l'ADEME, mais néanmoins, voilà, l'ADEME est l'expert du ministère sur tous les sujets. Il semblerait qu'on ait un petit souci. Essayez d'appuyer un peu. Voilà. Comme ça, Comme va mieux c'est mieux, ça va mieux. Ok, voilà. d'accord. Donc je vous disais que l'ADEME était l'expert du ministère dans le domaine de la transition énergétique. On accompagne tous les acteurs de la recherche à la mise en œuvre opérationnelle sur le terrain dans nos directions régionales. Voilà. Et on va commencer avec vous. Alors, on va parler un peu calcul, on va parler de savoir comment intégrer toutes ces notions carbone, bas carbone. On va revenir sur un projet de l'ADEME. Mais d'abord, plantez-nous un petit peu. Le décor, on l'a planté tout à l'heure. Mais revenons sur cette idée. Je vous laisse attaquer votre présentation. Oui, donc je vais replanter un tout petit peu le décor, comme il a été bien présenté lors de la table ronde précédente. Mais pourquoi c'est important de mesurer l'empreinte carbone des bâtiments et l'inscrire dans la stratégie nationale bas carbone française et dans la politique donc, du climat français. Alors, je commence par une petite figure très pessimiste. Elle est issue de la COP21, mais qui présente un peu les défis auxquels donc, est confronté l'État français et la planète. Donc vous savez qu'à l'issue de la COP21, l'ambition c'était de réduire donc, le réchauffement climatique à 1,5 degré, voire 2 degrés. Mais maintenant, la plupart des experts considèrent que si on arrive à limiter le réchauffement climatique à 3 degrés, 3,5 degrés, ça sera déjà pas mal. Donc, et par rapport aux deux courbes qui sont sur l'écran, c'est-à-dire bleu, c'est en fin de compte, on ne fait rien, on continue à émettre comme actuellement. Rouge, c'est en prenant les mesures qui ont été décidées à la COP21. Et puis vous voyez vert, le faisceau bleu et le faisceau vert en bas de la courbe, c'est l'objectif 1,5 degré ou 2 degrés. Et vous voyez l'écart énorme qui est entre les objectifs et la tendance des émissions actuelles. Donc c'est légitime de s'occuper donc de l'empreinte carbone et au niveau du bâtiment. On l'a dit, donc l'empreinte carbone au niveau du bâtiment, les émissions, c'est en gros 27% pour le logement, presque 40% pour la construction. Donc c'est tout à fait légitime donc, de s'intéresser à la mesure du carbone. Par contre, vous savez comme moi que l'analyse de cycle de vie, qui est à la base qui sert à mesurer l'empreinte carbone des bâtiments. Juste pour rappeler, c'est avec l'analyse du cycle de vie que l'on mesure l'empreinte, mais vous allez nous en parler après. C'est une analyse à la base multicritère. Donc quand on fait une ACV du bâtiment, en fin de compte, on ne va pas mesurer qu'un indicateur, qui est l'indicateur carbone. Simplement, et si vous pouvez, voilà. On va pas mesurer qu'un seul indicateur, qui est l'indicateur carbone, mais on va mesurer plus d'une quinzaine d'autres indicateurs, que sont des noms barbares comme acidification, eutrophisation, etc., mais qui ont tous leur importance. Donc, ma première constatation, c'est de dire, par rapport à cette stratégie de bas carbone, c'est un peu dommage, en fin de compte, et c'est légitime, je viens de le dire, de se focaliser sur l'empreinte carbone, mais il y a plein d'autres indicateurs dont on ne va rien faire. Voilà, il n'y a pas que ça. Et j'ai en mémoire un livre très intéressant qui a été publié lors de la COP21 de Guillaume Saint-Denis, qui disait, le titre de l'ouvrage était significatif, c'était « Le climat qui cache la forêt ». En fin de compte, c'est pas du tout un climato-sceptique, mais il disait chaque jour, il y a des millions de gens qui meurent sur Terre à cause de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau, de l'érosion des sols, les gens sont déplacés, etc. Et ne contestant pas du tout le focus sur l'empreinte carbone, il disait, mais attention, il faut aussi s'occuper de tous les autres indicateurs. Ça, c'est le premier point.
Dans la stratégie nationale bas carbone, vous savez qu'on était sur un facteur 4 et que maintenant, donc, l'objectif visé par l'État français, c'est d'arriver à la neutralité carbone, c'est-à-dire d'avoir autant d'émissions émises que de captation du carbone. Ça, pour le secteur de la construction, ça passe par une réduction des émissions de près de 90%. Donc vous voyez l'effort qu'il y aura à faire. Et même si on réduit de 90% ces émissions, on n'y arrivera pas. Donc on aura besoin de ce qu'on appelle des puits carbone, c'est-à-dire des émissions négatives que sont le stockage carbone par les terrains. C'est-à-dire on injecte par exemple le carbone dans des réservoirs aquifères, de l'eau salée, dans la terre, ou on utilise les forêts. Donc on aura besoin des puits carbone. Et puis dans l'objectif donc, de la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, on voit en fin de compte que le gros levier qu'on a, c'est pas la construction neuve, quand on parle de logement et de construction, c'est la rénovation. Et dans la stratégie nationale bas carbone, on prévoit de rénover 300 000 logements d'ici 2030 et 700 000 autres d'ici 2050, soit plus de 1 million de logements à rénover. Donc c'est là l'objectif essentiel. Et pourtant, on va parler là, aujourd'hui, d'empreinte carbone des bâtiments, de labels qui ne concernent que la construction neuve à ce jour, et qui ne concernent qu'un indicateur, le carbone. Voilà, donc en fait, on n'est pas complet. On est loin d'être complet. On est loin d'être complet et l'urgence, c'est la rénovation. Je le pense, oui. Enfin, et je ne suis pas le seul, je pense. Je vous donne la parole, allez-y. Et puis, parlons de la CV, c'est ça? Avec un micro? Exactement. Si je peux brancher. Alors, on va brancher, on va juste faire une petite manipulation technique qui devrait fonctionner. Ça fonctionne toujours. Voilà. Alors, je vais compléter un peu les propos de Thierry, en étant un peu moins polémique. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on a eu, les pouvoirs publics ont travaillé depuis quelques années sur la réglementation énergétique avec des progrès qui sont considérables. Voilà, donc là, ce que je voulais vous présenter, et en même temps, ça recoupe un peu ce que tu disais, c'est un graphe qui montre un peu quelle est la consommation énergétique des bâtiments existants. Donc vous voyez qu'on a globalement environ autour de 230 kWh par mètre carré par an, donc pour les bâtiments existants, et qu'une grande part de cette consommation d'énergie est liée aux postes réglementés. Voilà. C'est la partie rouge que vous voyez sur le graphe. Et il y a eu donc tous les efforts en matière d'efficacité énergétique pour améliorer la performance énergétique des bâtiments, donc les fameuses réglementations qui ont abouti à la RT 2012. Et lorsqu'on est arrivé à la RT 2012, on s'est dit, tiens, finalement, si on regarde au global, sur le cycle de vie, la consommation d'énergie du bâtiment, est-ce que mettre en place une future réglementation ne contribuera pas à dégrader au global la performance énergétique du bâtiment? Donc là, j'ai introduit deux notions importantes. La notion de performance énergétique globale sur le cycle de vie. Et là, vous voyez les différentes parts qui apparaissent qu'on ne voyait pas jusqu'à présent, puisqu'on était sur la partie rouge. Donc on voit une partie qui correspond à ce qu'on peut appeler, alors je n'ai pas utilisé le terme énergie grise parce qu'il n'y a pas de définition, mais néanmoins, toute l'énergie qu'on va utiliser pour extraire la matière première, pour transporter, pour mettre en œuvre, pour maintenir le bâtiment en exploitation. Vous changez bien les fenêtres quand elles sont cassées, etc. Donc tout ça, ça génère aussi de la consommation d'énergie. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle les usages spécifiques. Dans un bâtiment, on consomme de l'énergie pour son ordinateur, etc., etc. Voilà. Et donc là, on s'est retrouvé avec une interrogation importante. Est-ce qu'on va poursuivre dans une vision monocritère, unique, sur une seule étape du cycle de vie, c'est-à-dire la phase d'exploitation du bâtiment, ou est-ce qu'on va au contraire prendre du recul au global et faire en sorte de ne pas dégrader les performances du bâtiment? Je crois que c'est important de rappeler ça. Mais néanmoins, tu vois, je suis d'accord avec toi, la question de la rénovation, vous voyez, elle est importante. Il y a un écart significatif entre le niveau de performance des bâtiments existants et des bâtiments neufs. Néanmoins, il y a un article dans la loi Grenelle 2, qui ne s'appelle plus comme ça, mais c'est pas grave, qui prévoit d'intégrer la question de l'analyse de cycle de vie sur le patrimoine existant. Voilà, donc ça c'est prévu. On n'a pas de calendrier aujourd'hui. C'est l'article s'appelle le L111-10. Vous pourrez le regarder dans le CCH. Et pour l'instant, il n'y a rien de prévu de ce côté-là. Alors, rien de prévu parce que c'est écrit,
Les travaux devraient commencer, mais je ne peux pas vous donner ni de calendrier, il n'y a pas de scoop, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ACV? Donc, je vous l'ai expliqué. C'est vraiment un corpus normatif international. Donc, c'est au niveau international, c'est scientifique. Et il peut concerner un bien ou un service. Aujourd'hui, au niveau européen, donc, il y a tout un corpus qui a été décliné pour le secteur du bâtiment. Voilà. Ces 2 normes, donc il y en a plusieurs, mais 2 notamment, une pour les produits de construction et une pour les bâtiments, qui sont articulés de telle sorte à ce qu'on puisse évaluer l'impact environnemental global d'un bâtiment sur son cycle de vie. Donc, de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie de tous les matériaux qui sont dans le bâtiment, mais aussi la phase d'exploitation, etc. Donc, ce que vous avez représenté là comme schéma. Et vraiment, je dirais, il y a 2 éléments fondamentaux. C'est qu'on passe d'une approche monocritère à une approche multicritère. Multicritère, mais au sens large. On a le carbone, mais on n'a pas que le carbone. On a la question de la production des déchets. On a la question également de l'impact sur l'environnement au sens large, l'eutrophisation, etc. La pollution de l'air, la pollution des eaux. Il y a un risque de focaliser sur le carbone, qu'on oublie des choses aujourd'hui. Il y a effectivement un risque qu'on oublie d'autres indicateurs qui peuvent être importants pour les citoyens. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, c'est important. Comment dire ? On a réellement progressé, puisqu'on est passé d'une approche monocritère avec 2 indicateurs, mais il faut bien comprendre qu'on a d'autres indicateurs environnementaux qu'il va falloir aussi considérer à un moment considérer et mettre en avant. Ouais, exactement. Et donc, de la phase d'usage, on passe sur le cycle de vie. Je voulais juste vous dire quelque chose de très important, puisque là, on est en train, finalement, de tous monter en compétence sur des ordres de grandeur. Bon. Les ordres de grandeur qu'on obtient grâce, justement, à notre approche analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, en fait, s'appuie, et ça, c'est très important, sur la notion de frontière. C'est-à-dire qu'on doit définir qu'est-ce qu'on évalue, sur quoi on évalue, sur quel périmètre temporel, périmètre spatial. Et donc, faites attention quand vous essayez de comparer des ACV entre elles. Si on ne parle pas des mêmes frontières, on ne peut rien faire. Donc ça, c'était juste un petit rappel, c'est important. Donc il y a plusieurs étapes. Et ces étapes-là, comme tu le disais, nous permettent justement, lorsqu'on fait un bilan matière et énergie sur le périmètre qu'on a défini, on peut, comme ça, classifier ces flux, matière et énergie, et les traduire en impact potentiel sur l'environnement. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, d'ailleurs, un des indicateurs fondamentaux aussi, c'est tout ce qui est utilisation des ressources. Il y a l'énergie, mais il n'y a pas que l'énergie. Voilà. Donc ça, c'était par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, l'expérimentation au plus et moins, c'est une démarche qui a été lancée par les pouvoirs publics. C'est une démarche inédite, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait ça. Jusqu'à présent, on a décidé de de produire une nouvelle réglementation. On a fait travailler des experts entre eux, et puis, in fine, on l'a utilisé, et voilà. Là, on est dans une démarche un peu différente. Il y a eu tout un travail de concertation, ça a duré près de 2 ans. Cette concertation a abouti justement à définir ce que je vous disais tout à l'heure, les périmètres, qu'est-ce qu'on va évaluer, sur quoi on va évaluer. Et donc, c'est ce qu'on appelle le référentiel le plus et moins. C'est lui qui fixe les règles. Et à ce référentiel, qui quand même contribue à évaluer tous les impacts environnementaux, a été associé un label qui s'appelle E+, C-. Ce label n'est pas un label réglementaire aujourd'hui. C'est un label qui est porté par les pouvoirs publics, qui permet justement de comprendre et de s'approprier tous ces sujets. L'idée, c'est d'expérimenter avant de fixer une réglementation plus contraignante. Exactement. Donc là, aujourd'hui, on est dans une phase d'expérimentation, et c'est justement pourquoi on est dans une démarche inédite. Le référentiel a été fait avec le label, avec plusieurs outils que je vais vous décrire là rapidement parce qu'ils sont importants. Rapidement. Oui, pardon. Donc il y a le référentiel qui fixe les règles. Il y a aussi les données environnementales. Les données environnementales qu'on va utiliser pour faire l'analyse de cycle de vie. Donc ces données, elles sont de différentes natures. On va avoir des données qui sont dites conventionnelles. Voilà. Donc, c'est des données qui sont fixées, par exemple, pour des scénarios d'occupation d'un bâtiment. C'est ce qui se passe dans la RT 2012. Mais également pour, par exemple, la consommation d'eau. Vous allez utiliser des consommations d'eau dans un bâtiment, ce qui génère des impacts environnementaux. Et donc, tout ça, il y a plusieurs données environnementales qui sont conventionnelles, dont notamment la mise à disposition des différents vecteurs énergétiques. C'est-à-dire que quand vous consommez de l'électricité, il y a des impacts environnementaux qui ont été fixés par la DHUP et par l'ADEME et la DGEC. Voilà. Ensuite, on a des données spécifiques. Ces données spécifiques, c'est des données qui sont cette fois-ci évaluées par les industriels des produits de construction.
Vous avez fait votre démarche, vos FDES évidemment. Donc ce sont les fameuses FDES. Donc il va y avoir des données qui vont être spécifiques à un produit ou spécifiques à plusieurs produits qui sont... donc ça, ce qu'on dit, on appelle ça des données collectives. Et puis enfin, il y a des trous dans la raquette. Un produit, il n'y a pas de données. Comment je fais? Soit je mets 0 et à ce moment-là, vous voyez qu'il y a un effet pervers. C'est que mon impact, je le réduis. Soit je mets une donnée majorante. Et c'est ce qu'on a appelé un mot barbare qui s'appelle MDEGD. Voilà. Et c'est là, excusez-moi, mais c'est là qu'on atteint le petit sujet qu'on avait voulu faire ce matin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas les informations, ou pas toujours les informations, pour pouvoir calculer correctement le C. Exactement. C'est-à-dire qu'on va devoir piocher dans ces différentes catégories de données en fonction de ce qui existe. Voilà. Ensuite, on fait l'ACV et on met ça dans l'observatoire. Donc, il y a un observatoire national que vous pouvez consulter d'ailleurs sur bâtiment énergie carbone, où on a justement la possibilité de voir quels sont les différents niveaux atteints par les bâtiments. Donc, je finis très rapidement comme ça. Vous avez le label qui est exprimé ici. Donc, ce label, il s'appuie sur 2 indicateurs. Un indicateur qui s'appelle bilan BPOS, que je ne vais pas détailler, parce qu'on n'a pas le temps, et un autre indicateur qui s'appelle EGES, donc, qui est donc l'impact, émission de gaz à effet de serre sur le cycle de vie du bâtiment, auquel on retranche une partie qui s'appelle le bénéfice au-delà du cycle de vie, mais j'en parle pas, mais qui est, on va dire, activé dès lors qu'on s'inscrit dans une économie circulaire ou qu'on produit et exporte de l'énergie renouvelable. Voilà. Donc il y a 4 niveaux d'énergie, 2 niveaux carbone. Donc carbone 1, carbone 2. Je continue ? On va voir avec M. Voland peut-être, et après on viendra vers vous, pour voir un peu comment vous voyez les choses de votre côté, et éventuellement reprendre la main sur la technique. Non, je compléterai juste, mais je pense que ça va être très clair dans la suite de l'exposé d'Adjira, effectivement, on fait de l'ACV. J'insiste bien, et je suis un des premiers défenseurs de l'ACV, puisque je suis expert dans les groupes qu'Adjira a cité, les groupes de normalisation européenne sur les différentes normes. Mais il faut garder en mémoire que l'ACV, c'est une méthode de calcul. C'est du calcul. Quand on parle d'émissions de CO2, on n'est pas au pied de l'immeuble avec un capteur de CO2 en train de mesurer les émissions de CO2. Donc tout ça, c'est du calcul. Donc comme chaque calcul, il est assorti d'une incertitude, on fait des hypothèses, etc. Ça sera très clair, Adjira va le montrer. Un des premiers soucis pour la mesure du carbone, elle n'est pas liée au carbone, elle est liée à l'ACV, à l'incertitude qu'il y a à l'ACV, et notamment à la disponibilité des données. Si on prend des données majorantes, comme les données par défaut ou MDEGD, on va artificiellement, j'ai envie de dire, augmenter l'empreinte carbone, puisque ces données, elles sont quand même majorées de 40, voire 100% dans certains des cas. 150%. Donc effectivement, si on n'a pas les données disponibles et qu'on prend ces données par défaut, on fait parfois exploser l'empreinte carbone d'un lot considéré. Deuxième aussi, pas artefact, mais choix qui a été fait dans la méthode de plus c'est moins, c'est qu'on découpe le bâtiment en lots et que pour certains lots, on va vraiment faire le calcul, c'est-à-dire ça s'appelle la méthode détaillée, et pour certains lots, on ne va pas faire le calcul, on va prendre un forfait. Donc ça s'appelle des lots forfaitaires. Et que la valeur qu'on a attribuée à ces lots forfaitaires, là aussi, elle peut faire exploser le calcul. Donc par exemple, je prends le lot CVC, donc la ventilation, etc. On lui a attribué 132 kg de CO2 et ça représente par exemple pour une maison individuelle type RT 2012, ça peut représenter jusqu'à 30% de l'empreinte environnementale. Donc vous voyez les effets, mais qui sont propres à une méthode qui est en mouvement, qui se développe, qui se construit, qui se travaille, mais qui peuvent perturber la mesure du CO2. Aujourd'hui, quand vous dites que vous appartenez à ces groupes de travail, quand vous réfléchissez à ces questions, comment vous réfléchissez pour justement améliorer les choses et puis pour essayer d'éviter cet impact négatif finalement de la prise de valeur par défaut? Alors, la normalisation ne s'intéresse pas à ça parce que ça, c'est le propre de la réglementation. Par contre, je vais, à la fin de l'exposé, vous parler de quelque chose qui nous a beaucoup intéressé, qui était justement la prise en compte de ce stockage carbone dans les normes. Et le principe de la normalisation, c'est l'atteinte d'un consensus scientifique et d'un consensus large. Donc on travaille au sein de la normalisation pour arriver à ce consensus. S'il n'y a pas de consensus, eh bien
on n'intègre pas le concept dans la norme. Voilà, tant qu'on n'a pas le consensus, ça ne marche pas. Mais le climat, lui, il n'attend pas. Bien sûr qu'il n'attend pas. Mais on ne peut pas... c'est un travail rigoureux, hein, donc scientifique, les normes, et on ne peut pas rentrer n'importe quel concept au motif qu'il y a parfois, il ne faut pas être naïf, hein, dans la normalisation, il y a aussi des pressions d'intérêt qui sont derrière, hein, qui peuvent pousser certains concepts, certaines solutions, etc. Donc on est vigilant pour être rigoureux et scientifique dans ce travail-là. Allez-y. Alors, justement... donc l'ADEME a mis en place un programme pour pouvoir accompagner tous les acteurs sur l'expérimentation E+C-. Donc ce programme s'appelle OBEC, Objectif Bâtiment Énergie Carbone. Et donc je vais vous faire un petit retour d'expérience par rapport notamment au poids des données environnementales sur les résultats qu'on obtient. Voilà. Donc il y a le programme OBEC. Voilà, je signale aussi sur ce support que j'imagine que vous pourrez récupérer d'autres outils aussi pour pouvoir monter en compétences. Et enfin, on a fait un colloque là, le 29 mars en Ile-de-France que j'ai organisé. Et donc, vous pourrez aller sur le site de l'ADEME Ile-de-France pour retrouver tous les retours d'expérience. C'est vraiment une journée qui a été consacrée aux retours d'expérience. Voilà, je vous invite à y aller dès que ça sera mis en ligne lundi en principe. Alors, ça, c'était donc OBEC, c'est un programme national qui a été décliné au niveau régional. Et donc, on a accompagné des maîtres d'ouvrage pour réaliser leurs études ACV. Voilà. Donc là, au niveau de notre territoire et aussi au Centre Val-de-Loire, on était accompagnés, enfin, les maîtres d'ouvrage étaient accompagnés par le consortium NEPSEN et le CSTB. Donc là, c'était juste pour vous montrer la typologie de bâtiments qu'on a évalués. Vous voyez qu'elle est quand même très, très diverse, hein, qu'elle est très hétérogène. Donc ne tirons pas trop de conclusions. Néanmoins, on voit quand même quelques tendances. Voilà. Ce sont des bâtiments neufs, des bâtiments qui étaient construits Alors, ce sont des bâtiments... Dans OBEC, il y avait deux volets. Il y a un volet éco-conception, c'est pas ce que je vais vous faire comme retour d'expérience. Là, c'est le volet plutôt bâtiments qui sont soit juste livrés, soit à proximité de la livraison. Voilà. Donc, ce sont des bâtiments qui sont réalisés. Autant dire qu'il n'y a pas eu un travail d'éco-conception dessus. Voilà. Mais c'est important de savoir d'où on part pour pouvoir définir une règle après. Voilà, je vais dire, c'est ce qu'on fait tous les jours en fait. Hein. C'est ce qu'on fait tous les jours, sachant quand même qu'on a des acteurs qui sont des maîtres d'ouvrage qui sont très volontaires, hein, et qui ont intégré des exigences fortes par rapport à leur production en termes environnementaux. Alors, donc là, je vous livre les niveaux qu'on obtient pour ces 35 bâtiments. Au niveau du carbone, on a 29 bâtiments qui ont le niveau C0. Donc on a créé un niveau. Vous avez vu que le label avait deux niveaux, C1, C2. En fait, C0, ça veut dire qu'on n'atteint même pas le niveau C1. Voilà. Et pour les niveaux énergétiques, donc énergie, on a une grande partie des bâtiments qui sont C2, on en a même des C3. Excusez-moi, des E2, on a même des E3. Voilà. Donc une majorité des bâtiments sont E2 C0 ou E3 C0. Alors, on a zoomé. Vous savez qu'au niveau pour les niveaux C1 et C2, on a deux exigences. On a une exigence qui est l'impact carbone sur tout le cycle de vie. Donc, c'est le EGES global. Et on en a un qui est vraiment spécifique aux produits de construction. Donc, on a vu un peu justement comment les bâtiments se positionnaient par rapport à ces deux niveaux, enfin ces deux indicateurs. Donc, pour le global, les bâtiments sont quasiment tous C1. Par contre, pour les produits de construction, ils sont C0. Donc en fait, on voit qu'il y a une problématique propre à la donnée des produits de construction. Donc ça, c'est lié à la donnée, hein, c'est le manque de données. Tout à fait. Clairement, a priori, il ne serait pas mauvais, entre guillemets, mais parce qu'on n'a pas les données et qu'on passe des valeurs par défaut, ça impacte le calcul. Exactement. Donc là, voilà, en pourcentage, vous voyez ça fait 80% à peu près de notre échantillon qui est en C0. Alors ensuite, on s'est amusé à comparer donc notre échantillon réalisé donc par NEPSEN et par le CSTB de manière très rigoureuse, de manière très complète, de manière très, avec l'idée de dire on va faire vraiment une ACV très complète, très robuste. Et on a comparé avec les données qui étaient sur l'observatoire. Donc là, vous voyez, ça, donc, à ma gauche,
vous avez notre échantillon que je viens de vous présenter. Et à ma droite, vous avez l'observatoire E+C-, donc en mars 2019. Et donc là, on observe que sur l'observatoire, on a 59% des bâtiments qui sont au niveau C1. Et on en a 12% qui sont au niveau C2. Donc on voit qu'on n'a pas les mêmes... un gros décalage. Ouais. On a quand même C'est un décalage très gros significatif significatif entre ce qu'on a fait, nous, de manière très rigoureuse, et ce qu'on observe aujourd'hui dans l'observatoire. Voilà. Donc, nos lauréats ont été un peu abasourdis, en disant « Ah, ok, on a joué le jeu, on a l'impression qu'on est sanctionné, mais en fait, finalement, est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments d'explication ?» Voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Exactement. Donc on s'est dit, alors, évidemment, il doit y avoir certainement une différence au niveau des modélisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, le référentiel, chacun va l'interpréter de sa manière. À sa manière, évidemment. Donc ça induit des biais et des erreurs. Il y a aussi le niveau d'expertise d'ACV. Clairement, c'est la manière dont on rentre les choses dans la machine pour faire le calcul. Exactement. C'est-à-dire que si je ne vais pas... parce que le bâtiment est découpé en lots, et chaque lot, il y a des sous-lots. Et donc, si je considère finalement qu'un sous-lot, finalement, c'est pas si important que ça, on ne le met pas dans notre bilan environnemental, eh bien, mon bâtiment sera plus performant, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est quand même un élément important. Ensuite, il y a la différence des logiciels. Et puis, il y a aussi la différence de complétude des ACV. On a voulu regarder la question des données environnementales. Donc, c'est là. On a regardé la fréquence d'utilisation des données par défaut dans les différents échantillons. Donc, sur l'observatoire, il y a une fréquence d'utilisation de ces données par défaut majorantes de 41%. Sur le programme OBEC national, a priori, on est plutôt à 53%. Et sur notre échantillon Île-de-France, on est à 64%. Donc, en fait, on a pénalisé très fortement nos opérations, puisqu'on a, sans aucune hésitation, lorsqu'on ne savait pas, on prenait une valeur par défaut. Voilà. Donc là, vous regardez, on s'est amusé à voir donc, le même échantillon. On a réduit la majoration des données par défaut. C'est-à-dire qu'on a des majorations qui sont très élevées. On s'est dit, tiens, on va réduire cette majoration de 30%. On va moins les pénaliser. Et là, on voit que nos bâtiments commencent à basculer dans le C1. On a 10 bâtiments alors qu'on en avait 6. Et puis, on s'est amusé à faire ça avec 60% de réduction de cette pénalisation. Et là, on a nos bâtiments qui passent en C1. Donc, 23 bâtiments. Vous voyez ? Donc, bon, en conclusion, même 6 vous voyez bâtiments en C2, alors ce qu'on n'en avait pas vu encore, quasiment. Et des bâtiments en C2, alors qu'on n'en avait pas exactement. Ça veut dire quoi, très clairement ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas les éléments pour bien calculer l'impact carbone des bâtiments. En tout cas dans sa globalité, ou est-ce que ça veut dire que quand même, quelque part, les matériaux qu'on utilise ne sont peut-être pas les bons en termes d'impact carbone ? Pardon, j'ai pas entendu la fin de votre phrase. Est-ce que les matériaux aujourd'hui sont tous... La question, c'est est-ce que tous les matériaux peuvent rentrer dans cette démarche-là ? Bien sûr. Et quel est le message à faire passer pour qu'on aille à faire des fiches de données environnementales ? Écoutez, moi j'ai envie de dire aux industriels, faites votre FDES. D'ailleurs, la dame avait fait un hashtag « Fais ta FDES », donc c'est toujours d'actualité. C'est encore plus d'actualité aujourd'hui qu'hier. Alors, le temps a un petit peu passé, donc je vais repasser la parole à Monsieur Voland. Je réponds à la question. D'abord, faut être prudent parce que l'atteinte du niveau C2, c'est pas les matériaux qui forcément y conduisent. C'est surtout le vecteur énergétique qui va lui déterminer si on est C2. C'est dans très peu de cas le choix du matériau qui est responsable de l'atteinte du niveau C2. Donc ça, faut en être très conscient. Donc Adjira a montré, on en a parlé, donc les problématiques liées à la mesure du carbone, liées à l'ACV. Mais ces problématiques ne sont pas spécifiques du carbone. Elles sont vraies pour tous les autres indicateurs qu'on mesure en ACV. J'ai envie maintenant de vous parler vraiment d'une problématique qui est propre à la mesure du carbone dans cette analyse. On l'a dit ce matin, j'ai entendu Hélène Génin parler, de dire, voilà, 1 mètre cube de bois, c'est 1 tonne de CO2. Il faut savoir que ça, c'est pas gravé dans le marbre. C'est un concept. Et donc, je vais reprendre juste la main pour vous montrer très brièvement de quoi on parle. Alors, je vais revenir. Mon fils est
est en 6e, donc il est en plein dans la photosynthèse, etc. Donc pour lui, ça lui parle. Donc, ça devrait nous parler aussi. Et ça devrait nous rappeler des souvenirs scolaires. Donc, vous savez comme moi que les arbres, quand ils croient, donc, ils absorbent donc, du CO2 le jour et rejettent de l'oxygène la nuit. Ça, c'est un concept, c'est pas un concept, c'est une réalité physique. Hein. Par contre, le concept de neutralité carbone, c'est-à-dire de considérer, je l'ai dit au début de l'exposé, en fin de compte, de considérer la forêt française et puis les bois qui en sont issus, les produits de construction en bois qui sont issus, comme des puits carbone, tout ça, ça part du concept de ce qu'on appelle la neutralité carbone. C'est-à-dire qu'on va considérer, en fin de compte, que une forêt, c'est un puits carbone. Pour considérer ça, ça veut dire, en fin de compte, que la forêt est en croissance, que le stock carbone, en fin de compte, enfin le stock de la forêt augmente. Ça, en fin de compte, c'est mesuré chaque année par des inventaires, mais qui sont du calcul aussi, hein, mais qui peuvent être remis en question tous les jours par une tempête, par un incendie, etc. À ce jour, la forêt française est considérée comme un puits carbone. La captation donc, du CO2 par des arbres dépend de plein de paramètres. Leur âge, une forêt mature n'absorbe pratiquement plus de carbone. L'essence du bois, etc. Donc il y a plein de paramètres qui vont jouer. Le fait de transférer ce crédit carbone de la forêt au produit, donc de considérer que le produit est un puits carbone, donc il arrive en cycle, au début du cycle de vie avec un crédit carbone, avec un moins. Ça repose sur le fait que la forêt est bien managée d'une façon durable. On la replante, etc. Donc, tout ce principe-là, il peut être contesté, enfin, il est lié au management de la forêt. Et c'est pas anodin. Hein. Vous voyez, une FDES dont on parlait, on a en impact de production, on va retirer 607, par exemple, je prends l'exemple du Cross Laminated Timber, donc le CLT, hein, qui se développe dans la construction. En début de cycle de vie, on va lui retirer 6, ça c'est pour 1 mètre cube de bois, on va lui retirer 607 kg de CO2 qui sont dus donc, à la séquestration carbone du produit donc, en forêt, hein, du stockage carbone. Ça compense globalement les émissions de fin de vie. Donc le bois brûle, le bois se décompose, etc. Donc on va arriver quand même avec un cycle à peu près positif, hein, mais vous voyez tout le crédit carbone que ça représente, donc la séquestration carbone. Je vous invite, et là c'est pas un document partisan, puisque c'est un document qui est issu... Oui, c'est ce que j'allais dire, vous êtes un peu partisan, voilà. Et c'est dommage que les gens du bois ne soient pas là pour vous répondre. C'est un document qui est issu du CGDD, donc le Haut Commissariat au Développement Durable, qui vient de paraître, puisqu'il est de mars donc, de cette année, et qui dit attention, qui alerte les pouvoirs français, puisqu'en fin de compte, les pouvoirs français, ils ont tout misé sur les puits carbone pour arriver à la stratégie nationale bas carbone. Ils disent, attention, une réduction d'émissions carbone, c'est pas du même niveau qu'un stockage carbone. Que le stockage carbone, attention, quand on vous a dit 1 mètre cube de bois stock, ben non, ils disent dans le rapport, et je vous invite à le lire, c'est contestable, c'est contesté, ça n'a pas l'unanimité scientifique. Parce que bon, les gens du bois ne sont pas là pour vous répondre, donc c'est un peu ennuyeux. Simplement sur le... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas s'intéresser qu'au stockage du carbone. Ça veut dire aussi qu'il faut s'intéresser à l'impact carbone de la construction et davantage, on va dire, de la construction et il faut s'intéresser aux deux. Il faut s'intéresser aux deux, mais il faut garder à l'esprit qu'on ne pourra pas résoudre le principe, atteindre la neutralité carbone sans que l'effort, les 90% de réduction, ceux-là, il faut les faire. Ceux-là, il faut se remonter les manches pour le faire. C'est pas du calcul, c'est pas une ligne comptable, ceux-là. Ça, les 90%, ça veut dire que les industriels, les équipementiers, tout ça travaille sur des solutions bas carbone. Et juste pour finir, donc, en même temps, ces puits carbone, demain, en fonction du changement climatique, c'est ce que dit le rapport, attention, ces puits carbone, ils peuvent devenir des sources carbone. Donc, je vous invite à le lire, il est très intéressant. Ce rapport s'appelle... Donc c'est la séquestration du carbone par les écosystèmes en France. Alors, donc, ça, c'est la première chose qui est introduite dans les FDES actuels, la séquestration carbone. Ce qu'on veut introduire de plus,
dans la future réglementation. Quand vous dites ce qu'on veut introduire de plus, le on, c'est qui? L'État français, la DHUP, etc. Ce qu'on veut introduire, c'est ce qu'on appelle le stockage temporaire du carbone. Alors là, je vais essayer d'être le plus simple possible. Mais vous avez compris, le stockage carbone, c'est la photosynthèse, etc. C'est du carbone qui est stocké dans le bois. Maintenant, c'est un peu l'effet qui se coule. On va imaginer un deuxième bénéfice, qui est le bénéfice de ne pas avoir relargué dans l'atmosphère tout de suite ce carbone. Par exemple, je prends un produit de construction en bois, je peux le brûler au lieu de l'utiliser. Là, il y a des émissions directes qui vont dans l'atmosphère. Le fait de l'utiliser pendant 50 ans, 100 ans, il va garder son carbone dans le matériau. Le fait de ne pas avoir relargué ce carbone dans l'atmosphère, certains ont considéré que ça pouvait être un avantage. Parce que, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle, vous voyez, des émissions différées. Un avantage dans le calcul. Dans le calcul. Mais ça suppose, en fin de compte, ce concept, c'est un concept. Ce sont des mathématiciens qui l'ont imaginé. C'est un concept qui dit ce créditant, puisqu'en fin de compte, c'est du temps qu'on achète. Il faut le mettre à profit, par exemple, pour développer des technologies bas carbone, pour développer des technologies de CCS, de captation dans le sol, etc. Donc on achète du temps. Et c'est ce temps qu'on achète, on dit qu'on va développer des technologies bas carbone. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même registre de bénéfices. L'un, c'est du stockage physique de carbone dans du bois, et l'autre, c'est un principe, un concept mathématique qui dit que ce décalage dans le temps, ça représente un bénéfice. Eh bien, au niveau européen, moi je travaille dans ces comités de normalisation, l'ensemble des experts européens a dit non, il n'y a pas consensus sur ces méthodes, on ne les met pas dans la norme actuelle. Ça veut dire que etc. dans notre calcul, elles ne seront pas dans la norme. Ben, je n'en sais Excusez-moi, rien. je suis pas un Je n'en sais spécialiste, rien. hein. Je n'en sais rien. Je vais vous demander de conclure un petit peu avant de passer la parole au public. Et j'espère qu'il y aura quelqu'un du bois qui voudra bien. Je vois quelqu'un là-bas. J'aimerais bien que tu interviennes, Estelle, éventuellement, sur ce qui vient d'être dit, mais pas maintenant. Est-ce que vous pouvez conclure un petit peu sur ce que vous vouliez nous dire aujourd'hui? Je pourrais conclure en disant que les travaux de la future réglementation ont commencé. Voilà, donc on est en pleine concertation. On est en pleine concertation, donc les travaux ont été lancés récemment. D'ailleurs, Thierry, je crois que tu participes à ces travaux. Oui. Voilà, et donc il s'agit maintenant de travailler, puisque l'objectif quand même de l'expérimentation, c'était de pouvoir tenir compte des retours de terrain pour pouvoir au mieux calibrer les futures exigences réglementaires. Voilà, on attend que le travail soit fait. Il y a ce sujet-là. Il y a également tout le chantier que tu as évoqué sur le stockage temporaire de carbone qui a été introduit par la loi Elan. Voilà. A priori, d'après la DHUP, le calendrier qui a été mis en place, donc c'est une future réglementation à l'horizon 2021. Voilà. Ouais. Septembre 2021. Moi, je conclurai un peu de la même façon. D'abord, il faut saluer ces travaux de RE 2020 parce que c'est un travail consensuel, c'est un travail qui associe toutes les parties prenantes. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut garder dans cet objectif de réduction du carbone dans le bâtiment et dans les émissions de la France en tête que c'est la planète c'est la planète qu'on va laisser à nos enfants. Et moi, j'ai pas envie de laisser à mon fils en particulier une bombe à retardement. Parce que quand on dit stockage temporaire, le temporaire, il veut dire quelque chose. Il a son importance. Ça veut dire que, vous voyez, pour surfer sur l'actualité, le carbone, il peut être stocké 800 ans dans du bois, mais à un moment donné, vous voyez, il peut retourner dans l'atmosphère. Donc, il n'y a jamais, quel que soit l'horizon du temps, quand on parle de stockage carbone, c'est jamais la perpétuité. Et l'échelle de la planète, c'est pas 50 ans, c'est pas 100 ans, c'est des horizons beaucoup plus loin. Il ne faut pas s'imaginer que quand on stocke du carbone, c'est pour l'éternité. À un moment donné, il va ressortir. Il va être largué. Des questions dans la salle et si possible une réaction, s'il y a quelqu'un du bois, je suis preneur. Si ça marche. Est-ce que vous pouvez juste réexpliquer, j'ai pas très bien compris le concept du... pourquoi, lorsqu'on fait du stockage temporaire, pourquoi est-ce qu'on baisse
l'émission, puisque qu'on les mette maintenant ou plus tard, en quoi elle a diminué? Alors, si ça remarche... Ah non, ça marche. Vous avez enlevé Donc, le câble. dans la courbe que je vous montrais, voilà. Parti. En fin de compte, vous voyez ça, c'est si on réémet tout de suite. Donc ça, c'est la courbe qui mesure le taux de présence de CO2 dans l'atmosphère. Si on décale ces émissions, on va considérer que l'intersection de ces aires, ça représente un bénéfice. Et alors, je ne rentre pas dans les détails, mais tout est basé, en fin de compte, sur un concept d'équivalence entre du temps et des tonnes de CO2. Donc c'est ce qu'on appelle des tonnes de CO2 par an, hier. Et dans l'exemple que je vous ai donné, donc qui est mathématique, hein, donc la surface assurée représente donc l'évitement de 0,4 tonnes de CO2 par an. Pour 48 ans. Il y a d'autres méthodes qui disent tant de tonnes pour 100 ans. Mais c'est un concept mathématique qui dit que le décalage de ces courbes et l'intersection de ces aires donne une équivalence temps carbone. Mais concrètement, enfin, si on le prend par exemple sur un bâtiment en bois, soit le bois, on le stocke, on construit ce bâtiment-là, soit on le brûle directement. Donc si on le brûle tout de suite, là on émet du CO2 tout de suite. Si on le stocke dans le bâtiment, je sais pas moi, dans 50 ans... Voilà. On va compter, donc vous voyez, donc 50 ans, on aura évité 1 tonne de CO2. Donc, Ouais, mais le même bois, brûlé maintenant ou brûlé dans 100 ans ou 50 ans, ce sera le même bois, il émettra le même niveau de carbone, non? Mais pas au même moment, en fait. Pas au même moment. C'est ça. Et c'est un bénéfice qui est lié justement à ce déphasage temporaire. Ce déphasage je vous accorde que c'est pas un concept très simple et que j'ai mis des heures et des heures pour le comprendre. Mais... C'est vrai que c'est pas Alors, si vous permettez, on va passer la parole à Estelle Billotte qui est là, derrière, et qui va prendre la parole pour défendre un peu le bois, peut-être. Oui, merci Stéphane. Estelle Billotte, donc Société Façade Bois. Merci de me donner la parole parce que c'est vrai que tout ce que j'entends sur le matériau bois, c'est un petit peu compliqué. Alors certes, en effet, dès qu'on commence à mettre des chiffres exacts, voilà, la démarche peut être un petit peu compliquée. Par contre, en effet, au bout de 50 ans, un bâtiment, déjà au niveau du matériau bois, on peut se poser la question, est-ce que le matériau, quel qu'il soit, va être amené à être déconstruit et recyclé, par exemple? Parce que le matériau bois a toutes ses capacités, en effet, par rapport à son usage en fin de vie, d'être recyclé dans d'autres produits dérivés du bois et non pas simplement brûlé, comme vous venez de l'évoquer. Ensuite, si on reprend un petit peu à la base, c'est qu'en effet, les forêts sont des puits de carbone. Il faut savoir quand même qu'en France, on a des plans de gestion qui permettent de gérer nos forêts, hein, et que les jeunes arbres, justement, sont des vrais stockeurs de CO2. Donc ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, il y a des éco-certifications qui existent pour vous assurer que les forêts sont gérées durablement. Donc c'est des éco-certifications comme par exemple PEFC, qui est une démarche européenne, une démarche française, qui sont mis en place par les propriétaires forestiers. Donc ça, c'est un point qu'il faut quand même rappeler en termes de gestion de nos forêts. Et ensuite, quand on va utiliser un arbre, donc en effet, donc il aura stocké du carbone, et c'est bien pour ça qu'on utilise les arbres dans la construction. C'est parce qu'en fait, ils arrivent à maturité et qu'à un moment donné, ces bois qui sortent de forêt, on va les utiliser en bois d'œuvre. Donc c'est pas du bois destiné au bois énergie ni au bois de trituration. C'est vraiment des sujets, des arbres qui arrivent à des diamètres suffisamment importants pour être utilisés en bois d'œuvre. Donc c'est un usage très particulier. Ces bois-là, en fait, sont utilisés dans la construction. Donc ça veut dire qu'on en fait des chevrons, des pièces maîtresses, des composants de structure. Alors ça peut être aussi, par exemple, du CLT, vous venez de l'évoquer, mais il n'y a pas que du CLT pour construire aujourd'hui en bois. Il y a aussi du bois ossature. Hein. On a essentiellement, en effet, du bois ossature dans la construction bois. Et tout ce stockage carbone va être utilisé et stocké pendant un certain laps de temps.
Alors, je trouve que l'intervention précédente, en effet, était tout à fait intéressante, puisqu'en effet, au bout de 50 ans, qu'est-ce qu'on fait de l'usage des bâtiments? Est-ce qu'on les rénove? Est-ce qu'on va les déconstruire? Donc, au moins pendant 50 ans, voire plus, parce que j'espère qu'on construit plus que pour 50 ans, on a du stockage carbone qui est valorisé, qui devrait être valorisé, parce qu'aujourd'hui, en effet, les données, elles ne sont pas faciles à... Et j'attendais justement aujourd'hui, par cette présentation, en effet, qu'on puisse traduire les chiffres correctement entre toutes les filières et qu'on puisse réussir à valoriser le matériau bois dans la construction, au même titre que les autres matériaux. Chacun a sa place. On a besoin du bois pour construire, on a besoin de la brique pour construire, pour faire des revêtements extérieurs de protection. Mais je crois que tous les matériaux ont leur place. Maintenant, il faut bien définir, en effet, quelle valeur on va donner aux matériaux bois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à le valoriser dans la construction. Voilà, alors qu'il a vraiment toute sa place par rapport au stock carbone et au stockage carbone à venir. Merci d'avoir apporté merci. cette réponse. Une question ici, et puis ce sera la dernière, mais Bernard, vous viendrez défendre tout à l'heure, puisque la prochaine conférence qui va suivre immédiatement après portera sur, on va dire, la part des matériaux et de voir comment les matériaux aujourd'hui, comment se rendre, on va dire, carbone compatible. Je ne sais pas si on peut employer cette façon de parler. Bonjour, j'ai une question un peu naïve, mais je vais la poser quand même. Tout ce dont on parle, les expérimentations, les études, vous nous dites que tout est basé sur des calculs et qu'on ne mesure pas sur le terrain réellement. Je voulais savoir pourquoi. Est-ce qu'on ne sait pas faire? Est-ce qu'on ne sait pas mesurer? Est-ce que ce n'est pas possible, tout simplement? Les émissions de CO2, bien sûr qu'on pourrait, on peut mesurer, mais d'abord, vous savez, dans ces questions-là de changement climatique, des facteurs de caractérisation et tout ça, tout ce qui suit derrière, c'est des hypothèses, c'est du calcul. Donc non, ça a son intérêt. Là, moi, je suis le premier défenseur de la CV, mais il faut en connaître les limites et il faut pas extrapoler plus que ce que cet outil nous indique, c'est tout. Oui, alors c'est vrai que c'est basé sur des calculs, mais c'est basé aussi sur des vraies données. C'est-à-dire que je suis un fabricant, j'utilise une tonne de matière première, je l'utilise. Et cet élément est un paramètre d'entrée dans mes calculs. Vous voyez? Donc c'est une calculette, mais qui s'appuie sur des données tangibles, vérifiables. Il faut le dire quand même. Voilà, exactement. Oui, voilà. Au départ, on ne part pas de rien. On ne part pas de rien, on part sur des vraies données de production. Voilà, exactement. Ça, alors, on pourrait continuer pendant des heures. Alors, deux petites questions. Alors, je vais demander petite question et réponse courte. Oui, alors moi je suis plutôt dans le domaine du tertiaire. Il y a assez peu de retours sur ce. J'ai vu qu'il n'y avait que 3 bâtiments dans votre échantillon. Pardon. Et je suis plutôt très consciente de ce qui se passe pour les bâtiments existants. Et donc ce qui m'intéresse, c'est quand des extrapolations, y a-t-il des expérimentations? Et sur la question du bois, je trouve que monsieur nous apporte un éclairage que nous attendions, parce que tout le monde se posait quand même la question de quand est-ce qu'on prend en considération que le bois va nécessairement un jour périr et donc restituer le carbone. Alors par rapport au tertiaire, effectivement, il y a un peu moins de tertiaire dans l'échantillon, parce qu'il y a des enjeux un peu différents. En région Île-de-France, on a beaucoup de tertiaires. Là, je vous ai présenté les résultats qu'on a obtenus sur les bâtiments qui sont livrés. Mais on a en fait une trentaine d'opérations qui sont en cours d'études et beaucoup sont sur le tertiaire. On a même d'ailleurs une tour, puisque à la Défense, il va y avoir la tour Sister, qui est une tour assez importante. Sur laquelle on est en train de faire actuellement une analyse de cycle de vie en éco-conception. Voilà, donc ça c'est, j'espère, des retours d'expérience qui vont arriver pour accompagner tous les acteurs. Sur la rénovation, nous on a engagé des travaux déjà, la direction régionale Île-de-France de l'ADEME, puisqu'on a une communauté d'expérimentation d'analyse de cycle de vie. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur tous les différentes typologies, pour le neuf, mais également pour
pour la rénovation. Et donc, si vous allez sur le site, sur notre site, vous verrez parmi les retours d'expérience celui de la rénovation du Louvre, puisqu'il y a eu la Poste du Louvre qui a été qui s'est inscrit dans cette démarche-là d'analytique de vie et qui donc évoque et soulève les questions propres à la prise en compte de l'ACV sur la rénovation, puisqu'il y a des questions qui sont spécifiques. Mais justement, allez-y, on a des retours d'expérience. Les retours, on les trouve, c'est le colloque aussi que vous avez organisé voilà, le 29 mars. Donc on trouve ça sur votre site internet. Exactement, dès lundi. Ok. Une dernière question, rapide. Oui, très courte. On voit la variabilité des données en fonction des hypothèses qui sont prises. J'ai rien vu autour des procédés constructifs. Est-ce que le béton est moins bon que le bois, qui est moins bon que la maçonnerie? Est-ce que les C1 sont plus bois et les C0 maçonnerie? Moi, j'ai une petite réponse. Enfin, dans les études qui ont été faites, on voit qu'en fin de compte, la part des matériaux, elle ne joue pas dans l'atteinte des niveaux. Elle varie entre 5 et 7%. Donc, c'est pas... Quand on compare un bâtiment, toutes choses étant égales par ailleurs, vecteur énergétique, etc., qualité d'isolation... C'est pas ce qu'on a entendu tout à l'heure avec Hélène Génin. Hein. C'est pas ce qu'on a entendu tout à l'heure. Oui, sauf que c'est pas les mêmes bâtiments. En fait, ils sont pas égaux d'un point de vue unité fonctionnelle. Voilà, si on fait varier que la solution constructive pour une même unité fonctionnelle, pour des mêmes fonctions, pour la même qualité d'isolation, les études montrent, Expert, il y en a d'autres qui ont montré que la variation, elle est de l'ordre de 5 à 10%. Donc le bois versus la maçonnerie, avec les hypothèses qu'on vient de décrire actuellement. Les hypothèses de demain peuvent bousculer les cartes, etc. On peut tout dire et son contraire aujourd'hui. En fait, il faut considérer la CV vraiment comme un outil d'aide à la décision pour essayer de trouver les meilleurs compromis dans un contexte précis et dans une perspective de réduire l'impact environnemental. Il faut le prendre comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans l'idée de dire « Ah faites ça parce que c'est mieux ». On n'est pas prescriptif. Et j'espère que les architectes apprécieront ce que je viens de dire, parce qu'on n'est absolument pas dans l'idée de dire faites comme ça, comme ça, comme ça. On donne des outils pour que finalement les concepteurs, les architectes... Le but du jeu de concepteur, c'est quand même bien de dire je pars béton. Je vais être obligé de vous interrompre. Je pars béton ou je pars bois. Non, j'ai un réseau de chaleur où j'en ai pas. Enfin voilà, donc il y a tout un contexte et il faut venir s'inscrire dans ce contexte en réduisant l'impact. Merci d'être venu jusque-là. On voit bien que c'est des choses qui font débat. Donc on en reparlera tout au long de l'année, en tout cas sur Bâti Journal TV. Et puis je vous invite, nous, toutes les petites conférences là qui ont lieu sur notre cycle sur la façade performante seront bientôt disponibles aussi sur le site internet de Bâti Journal TV, et on essaiera de faire une information pour que vous puissiez aller les revoir et voir combien ça fait débat, et puis on en reparlera. On va organiser peut-être une nuit du carbone et on fera quelque chose où tout le monde pourra vraiment aller très loin dans ce qu'il a envie de dire. Merci beaucoup, et j'invite les autres, donc les prochains participants, applaudissez-les, oui bien sûr. Merci à vous. Et c'est vraiment on voit que c'est un sujet très intéressant. Donc les autres personnes participantes, je vous invite à venir nous rejoindre. Et maintenant, on va parler de la part des matériaux, mais on ne va pas les comparer, on va juste voir un peu comment ils font pour réduire leur impact.